Très bien. C'est bon. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marie Oudard, je suis géographe à l'IMRAE dans l'UMR Territoire. Et donc, je vais vous présenter très rapidement les principaux résultats de ce chapitre qu'on a coécrit avec Virginie Barito, qui est économiste avec Eurosup dans l'UMR Territoire également. Donc, chapitre qu'on a intitulé La grande distribution, moteur d'hybridation et d'innovation dans les systèmes alimentaires territoriaux, en prenant le cas d'une filière, de la filière engagement qualité Carrefour. Donc, on est parti en fait d'un constat assez général relatif aux stratégies des acteurs de la grande distribution française qu'on voit s'inscrire de plus en plus dans les dynamiques de relocalisation de l'alimentation par la création de la mise en place de gammes de produits de terroir vendus sous marque propre, par exemple, également par la participation à la mise en place de marques territoriales ou la relocalisation d'une partie de leur approvisionnement, ou encore par le développement de relations directes avec des producteurs locaux. Il y a toute une littérature sur ces aspects-là. Et donc, on voit qu'on est vraiment face à voilà, des acteurs, alors je mets des guillemets à chaque fois, des acteurs conventionnels globaux avec la grande distribution qui s'approprient les objectifs et les valeurs qui sont plutôt classiquement associés au modèle dit alternatif en misant sur la qualité liée à l'origine géographique d'un produit, par exemple, sur l'ancrage territorial, ou encore sur la proximité géographique et organisationnelle avec les autres acteurs. Donc, du coup, voilà, il y a vraiment le constat d'une forme d'hybridité, enfin d'une capacité en tout cas à hybrider les modèles conventionnels et alternatifs de la part de la grande distribution. Et du coup, la question qu'on voulait instruire, qu'on instruit dans ce chapitre, c'est celle simplement des dimensions qui font l'hybridité portée par la grande distribution. Essayer de voir concrètement ce qu'il y a derrière cette hybridité. Et puis, l'idée aussi dans ce chapitre de faire le lien avec la notion d'innovation, en quoi l'innovation est liée à ces processus d'hybridation. Et donc, pour répondre à ces questions, on s'est intéressé plus spécifiquement, alors là, on est vraiment sur un cas d'étude très spécifique, qui est une filière mise en place par Carrefour, et plus précisément la filière engagement qualité Carrefour, une de ces filières en tout cas, qui a émergé au début des années 2000 sur le territoire du Livradois-Forez. Donc, vous voyez une carte à l'écran qui situe la laiterie qui fait partie de cette filière, et puis les petits points verts, ce sont les éleveurs qui adhèrent à cette filière. Et donc, c'est une filière qui a pour objectif la production et la commercialisation, donc sous marque distributeur, de 2 fromages au lait de vache sous AOP, donc le bleu d'Auvergne et la fourme d'Ambert. Donc, ce qui est spécifique sur cette filière-là, c'est que voilà, on est vraiment dans une relation tripartite entre des éleveurs, leur laiterie, donc la société fromagère du Livradois-Forez, la SFL, et Carrefour. Et donc, ce partenariat, il repose sur l'engagement des différentes parties prenantes. Donc, à la fois de la part des éleveurs et de la SFL, la Société fromagère du Livradois, un engagement à produire du lait et des fromages qui sont conformes aux exigences du distributeur. Un engagement aussi plus spécifique de la part de la laiterie à collecter le lait auprès des éleveurs pendant 7 ans et à l'acheter à un prix majoré. Et puis, évidemment, un engagement de la part de Carrefour, un engagement à acheter un volume donné de fromage à la SFL, donc à un prix plus élevé et à distribuer donc ces fromages au rayon coupe dans tous ces magasins français. Et au cœur de ce partenariat, il y a un cahier des charges qui est plus restrictif que celui des 2 AOP, à la fois sur les modes de production et sur les modes de transformation, c'est-à-dire que, et ça c'est très important pour la suite, dans le cahier des charges est inscrit l'obligation pour les éleveurs de nourrir leurs vaches à l'herbe ou au foin situé sur la zone d'AOP. Et dans le cahier des charges, on interdit également l'ensilage d'herbe ou de maïs. Et en ce qui concerne la question de la transformation, là, dans le cahier des charges, voilà, il y a obligation à transformer du lait cru et on indique une durée d'affinage plus longue que pour les 2 AOP classiquement. Alors, je vais surtout insister de manière assez brève sur les principaux résultats et en particulier sur les dimensions de l'hybridation qu'on constate dans cette filière-là. Ce qui me semblait particulièrement important, c'était de constater voilà, qu'il y avait 4 dimensions de l'hybridation dans cette filière.
La première étant assez intuitivement, hein, quand on voit que voilà, c'est un partenariat tripartite, qu'on est là à la rencontre d'acteurs qui ont des échelles d'action différentes, entre eux, évidemment Carrefour, cette firme multinationale, mais aussi la SFL qui est une entreprise qui a un très fort ancrage local, c'est-à-dire que c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1949, donc un ancrage fort sur le territoire et avec une capacité sur le temps long à créer des liens de confiance, des liens forts avec les différents éleveurs. Mais c'est une entreprise qui articule ce fort ancrage local tout en poursuivant une stratégie de développement national, en particulier en commercialisant ses produits en France, mais également à l'export. Et donc une diversité de produits, à la fois des fromages standards et puis des fromages comme ceux qui sont valorisés dans le cadre de la filière engagement qualité Carrefour. Et puis évidemment, il y a les éleveurs, donc cette petite vingtaine d'éleveurs qui ont des exploitations qui sont assez représentatives du territoire du Livrois de la Forez, c'est-à-dire des exploitations de taille moyenne, des systèmes de production plutôt extensifs et autonomes en fourrage, et une production en lait plutôt modérée. La deuxième dimension de l'hybridation qu'on peut souligner, on peut regarder ça en analysant un petit peu le cahier des charges. Pour le coup, la question dont je disais qu'elle était assez importante tout à l'heure, la question de l'interdiction de l'ensilage, c'est derrière c'est vu par les différentes parties prenantes, en tout cas éleveurs, Carrefour et la laiterie, comme un gage de qualité des produits en lien avec la spécificité du territoire. Donc ça, c'est vraiment au cœur des représentations des différentes parties prenantes. Pour autant, ce n'est pas la motivation principale. En tout cas, c'est articulé avec un intérêt majeur qui est la plus-value économique qu'on va retrouver chez les trois principaux acteurs. Donc pour Carrefour, c'est au-delà de la politique de responsabilité sociale qu'ils mettent en avant, cette filière, c'est un objectif de développement d'une offre de produits alimentaires de qualité, mais bien pour développer des parts de marché. En ce qui concerne la laiterie, il s'agit bien là de sécuriser un débouché et de poursuivre la stratégie de diversification. Donc, je disais des produits standards et puis des produits plutôt de qualité liés à l'origine géographique. Et pour les éleveurs, même si certains qui ont pu adhérer à la filière au tout début étaient déjà en agriculture biologique, déjà dans des pratiques sans ensilage, en tout cas au tout foin, ceux qui rejoignent la filière en cours de route la rejoignent pour des raisons tout à fait économiques, puisque apparaît à un moment donné des contrats qui permettent une prime en termes de prix et un engagement de la laiterie à collecter le lait pour une durée de 7 ans. La troisième dimension de l'hybridation qu'on voit apparaître, qui nous semble majeure aussi, là, c'est la question de l'articulation entre des dispositifs formels et informels de coordination. C'est-à-dire que classiquement, dans la littérature, on va associer ce qu'on appelle les dispositifs formels plutôt à un modèle conventionnel, en réduisant bien sûr les propos, et puis les modes de coordination informels, on va les associer plutôt au modèle dit alternatif. Et là, ce qu'on constate en regardant toute l'histoire de cette filière, en tout cas entre 2000 et 2012, c'est bien qu'on a au départ, alors de fait, pour l'émergence de la filière, il y a bien un dispositif formel avec un contrat qui relie Carrefour et la société fromagère du Livradois. Mais par la suite, l'adhésion des différents éleveurs à cette filière, elle repose pour beaucoup elle s'appuie beaucoup sur les rapports privilégiés de longue date entre la laiterie et les producteurs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une capacité de la laiterie du fait de ces relations de confiance à motiver ces adhésions. Et ça passe notamment par un engagement moral de collecte au départ entre la SFL et le producteur. Et puis à la suite d'une série de crises pour continuer à assurer l'adhésion de différents éleveurs et renforcer les relations de confiance et pérenniser la filière, notamment plus concrètement pour assurer le retour sur investissement des éleveurs qui ne seraient pas en tout foin en cas de conversion du coup, au séchage en grange, donc pour passer au tout foin. La SFL met en place des contrats formalisés avec les producteurs, leur assurant une prime de 60 € par 1000 litres de lait
et la collecte de leur lait pour une durée de 7 ans. Donc, on a vraiment, au fil du temps, l'articulation entre le formel et l'informel pour ce qui est de la coordination entre les acteurs. Et puis, dernier point, et pas des moindres non plus, l'hybridation, elle repose aussi sur le fait qu'on a bien un acteur dit global qui est en capacité de mobiliser des ressources territoriales. Ça nous semblait particulièrement important. Donc voilà, on a cet acteur emblématique du système agro-industriel qui va mobiliser tout au long de l'histoire de la filière des ressources territoriales qui sont à la fois matérielles et immatérielles. C'est-à-dire que s'appuie vraiment sur l'existence pour construire cette filière sur ce territoire en particulier. Le choix se fait de ce territoire en particulier parce qu'il y a l'existence de 2 AOP, parce que le territoire se caractérise par la richesse de sa ressource en herbe et aussi Carrefour s'appuie beaucoup sur le fait, sur les acteurs du territoire et en particulier sur la connaissance qu'il a des relations de confiance, d'antériorité entre la laiterie et ses éleveurs, et s'appuie aussi sur les savoir-faire à la fois de la laiterie pour transformer le lait en fromage et sur les savoir-faire d'une diversité d'éleveurs qui sont déjà au départ en tout foin. Et alors, pour finir sur les principaux résultats qu'on a souhaité mettre en évidence dans ce chapitre, je voulais finir voilà, sur le lien avec la question de l'innovation. Alors, ce lien, il est assez fort, enfin, sans avoir fouillé vraiment cette question-là dans l'étude qu'on a pu faire avec ma collègue Virginie, mais ce qui apparaît en relisant l'histoire de la filière, c'est que de fait, à l'origine de la filière et donc de ce phénomène d'hybridation, il y a une stratégie qu'on peut qualifier d'innovante de la part de l'ancienne, de la grande distribution Carrefour, en tout cas dans les années 90, puisque voilà, à partir de 1992, Carrefour met en place toute une stratégie d'offre de produits dits socialement responsables. Et pour le coup, c'est vraiment l'élan, enfin c'est l'élan initial, je dirais, qui prévaut l'existence de cette filière sur les 2 fromages Bleu d'Auvergne et Fourme d'Ambert à partir de 2000, puisque voilà, à partir de cette stratégie innovante, c'est différentes filières qualité portées par Carrefour qui se mettent en place, et celle sur ces 2 fromages-là est l'une d'entre elles. Le lien, il est bien sûr fort en termes de conséquences, je dirais, de cette filière, en termes de conséquences de l'hybridation. C'est-à-dire, vous l'avez compris, on a, en termes d'innovation, de fait, un nouveau dispositif de coordination sur le territoire du Livre-de-Forez, donc qui allie, je dirais, le Carrefour, la SFL et les éleveurs. Et puis, c'est surtout intéressant de constater que les innovations à la fois organisationnelles et techniques, on les voit apparaître aussi pour la laiterie, au niveau de la laiterie et au niveau des éleveurs, puisque pour la laiterie, l'implication dans cette filière, ça passe par une réorganisation de la collecte, une réorganisation de la chaîne de production pour ces nouveaux fromages, et puis aussi des investissements particuliers au niveau des circuits de dépotage et des installations de stockage pour éviter le mélange avec les autres types de lait qui ne seraient pas des laits issus de l'élevage tout foin. Et puis, dernier point pour les éleveurs, là encore, le fait que le cahier des charges interdise la pratique de l'ensilage pour ceux qui ont dû se convertir à la pratique tout foin, ce sont des adaptations techniques et organisationnelles sur les exploitations, en termes de gestion du fourrage notamment, mais aussi et surtout en termes d'investissement à la fois financier et en termes d'apprentissage sur la technique du séchage en grange. Et dernier point, et qui est particulièrement intéressant dans ce cas-là, c'est que voilà, s'il y a ces innovations techniques relatives au séchage en grange pour les éleveurs qui font partie de la filière, cette innovation, elle se diffuse, elle se déploie sur le territoire, puisque c'est via le développement de la filière que émerge tout un réseau de dialogue autour du séchage en grange, entre les éleveurs de cette filière et puis d'autres éleveurs du territoire. Et donc, il y a une diffusion de cette technique aussi, un retour pour le coup de la technique du tout foin sur le territoire. Donc, en guise de conclusion, je voulais juste réinsister un petit peu là-dessus, sur les différentes dimensions de l'hybridation qu'on voit apparaître à travers cette filière. L'hybridation, on voit qu'elle se joue au niveau des échelles d'action des acteurs impliqués dans la filière, au niveau des valeurs et des intérêts qu'ils peuvent porter.
au niveau aussi des modalités de coordination entre ces acteurs, et puis au niveau des ressources qui sont mobilisées pour la mise en place de cette filière. Et ce qui est particulièrement important aussi, me semble-t-il, c'est qu'on voit bien qu'il y a des innovations à la fois organisationnelles et techniques qui sont le fruit de cette hybridation, en tout cas de cette filière. Et ce sont des innovations organisationnelles et techniques qui touchent non seulement les acteurs de la démarche, mais qui ont également un impact sur le territoire, puisque je le disais, il y a d'autres éleveurs qui se réapproprient ces pratiques d'élevage toutefois. Merci Marie. Voilà, je finis juste sur un dernier point qui me semble important, c'est que du coup, voilà, ce qu'on met comme conclusion dans ce chapitre, c'est le rôle du distributeur, du coup, de par son rôle central dans l'émergence et le développement de cette filière, voilà, qui a un rôle dans le développement territorial, en quelque sorte. Merci. Merci Marie pour cette présentation. Alors, il y a déjà des questions qui te sont adressées. Je commencerai par celle de Patrick Mundler. Tu peux prendre la parole, mais en tout cas, il y a une question autour de la présence de l'informel. Est-ce qu'il y a de l'informel dans les relations entre la laiterie et les éleveurs? Pas d'informel aussi dans les relations entre Carrefour et la laiterie. Patrick, tu peux peut-être ouvrir ton micro pour réénoncer. Voilà. Et bonjour. Non, très rapidement, en fait, tu as bien décrit les relations informelles qu'il y a entre la coopérative et les éleveurs. Et je me posais la question de savoir si dans les relations entre Carrefour et la coopérative, il n'y a pas aussi des relations de proximité relationnelles entre l'acheteur et le responsable de la coopérative ou des choses comme ça qui sont aussi de l'ordre de l'informel et qui aident à ce que le contrat puisse se mettre en place. Oui, tout à fait. Alors, donc, juste une petite précision, ce n'est pas une coopérative, c'est une entreprise privée. Bon, ça, c'est juste ok, excuse-moi. Pas de souci. Oui, de fait, je ne l'ai pas précisé, mais on le décrit un petit peu plus dans le chapitre. Il y a des relations antérieures entre les acteurs, le responsable de Carrefour et le directeur de la laiterie. Il y a eu des expériences de travail communes. Donc, de fait, il y a aussi de l'informel dans cette relation-là, ouais, effectivement. Alors, petite question de précision de la part de Yuna sur le nombre des éleveurs qui sont impliqués. Il me semblait qu'il y avait 19 éleveurs sur votre cas. Oui, alors en 2012, il y a 19 éleveurs. Ils sont partis assez rapidement avec une quinzaine d'éleveurs en 2005. Certains se sont retirés parce que je n'ai pas eu le temps de le décrire, mais il y a vraiment une période de crise autour de 2008 pour plusieurs raisons. Donc, certains éleveurs se sont retirés de la filière et d'autres ont fini par adhérer. Donc, au total, on a en 2012 19 éleveurs. Alors, il y a une longue question de François Casabianca. Si tu peux ouvrir ton micro sur le cahier des charges des AOP. Oui, bonjour Marie. Oui, ma question est longue. Je vais essayer de l'écourter. Je constate que Fond d'Ambert et les Bleus d'Auvergne sont deux cahiers des charges que je peux, moi, quand j'analyse de façon transversale les cahiers des charges fromagers, je considère comme faibles. C'est-à-dire avec disons, des règles contenues dans ces cahiers des charges qui sont peu avancées par rapport à d'autres cahiers des charges. Et du coup, il me semble qu'il y a là un espace dans lequel s'engouffre la grande distribution et ce qui lui permet finalement d'aller piocher là-dedans des éléments qui lui servent à lui pour se différencier, quoi. Voilà. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué à faire avec d'autres cahiers des charges dont les exigences sont plus élevées et pour lesquelles rajouter des exigences encore à celles qui sont déjà là serait, à mon avis, beaucoup plus compliqué. En tout cas, il me semble que le bleu d'Auvergne, c'est vraiment assez basique comme cahier des charges, quoi. Voilà. Et je me disais, donc deuxième partie de ça, c'était un peu plus une remarque générale. Deuxièmement, du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ça trace des voies d'évolution des cahiers des charges des AOP, puisque, comme tu le sais, hein, il y a pas mal de réflexions qui sont menées sur des révisions des cahiers des charges pour intégrer de nouvelles règles qui iraient dans le sens des attentes sociétales, hein, et qui permettraient donc aux AOP de mieux se positionner, ce qui n'est quand même pas le cas du bleu d'Auvergne, qui aujourd'hui dispose d'un positionnement relativement basique.
Alors pour le coup, tu touches du doigt un élément dans l'histoire de cette filière qui était important. J'évoquais juste avant, vers 2008, plusieurs crises qui ont fait que des éleveurs ont quitté la filière et notamment en lien avec le cahier des charges, c'est-à-dire qu'à cette période-là, alors je sais plus sur quel aspect exactement, mais les deux cahiers des charges, je ne sais plus si c'est l'un ou si ce sont les deux, mais ont été modifiés et sont devenus justement un peu plus restrictifs. Et donc à partir de là, voilà, certains éleveurs n'ont plus vu de plus-value à l'adhésion à la filière. En fait. Je ne sais pas si je suis très claire, mais de fait, tu as bien raison, c'est un élément crucial pour l'émergence de la filière, l'existence de ces deux AOP et le cahier des charges qui est un peu souple. C'est un élément qui justifie aussi le choix, enfin qui fait partie en tout cas des éléments de justification du choix de ces fromages-là par Carrefour. Je crois que le prix du lait, il me semble que le prix du lait correspond à la moyenne nationale, hein, le prix du lait, dans cette AOP. Alors là, tu touches les limites de mes connaissances très pratico-pratiques sur ce cas d'étude. Ouais. Bon, il y a une question suivante qui vient de Irène Carpentier sur une question sur est-ce que cette innovation portée par la grande distribution, est-ce qu'elle ne renforce pas les rapports de domination entre producteurs et distributeurs? Et Irène, vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez compléter. Parce que, merci, non, c'était juste ça en termes de rapport de force, disons, est-ce que cette innovation-là, puisque vous avez dit qu'elle avait été portée par cette grande distribution, est-ce qu'elle change un peu les choses en termes de rapport de force ou est-ce qu'elle a tendance à finalement renforcer? Vous avez parlé du renforcement en fait du rôle du distributeur, donc juste c'était une question par rapport à ça. Non, ce que les enquêtes soulignent, c'est plutôt une filière dans laquelle ces rapports de domination sont plutôt diminués, en fait, par rapport à la situation classique. Donc, il y a eu des moments justement de mise en question de la grande distribution par les éleveurs qui étaient dans la filière. Mais tout ce travail de coordination informelle et puis de contractualisation, etc., a participé visiblement, d'après ce que disent ceux qu'on a pu interviewer, a participé plutôt à un rééquilibrage, une forme de rééquilibrage des rapports de force entre grande distribution et éleveurs. Merci. Alors, il y a encore deux questions et puis une main levée. Je commence par Martine Napoléon sur les dynamiques des filières. Est-ce que ces dynamiques dans les filières Carrefour, est-ce qu'elles ont eu des conséquences sur l'action collective des AOP concernés et quel débat ça a pu susciter? C'est une question très générale, très, très large, je veux dire. On n'a pas regardé ça de près, en fait, et je pense surtout que, je ne sais pas si c'était clair dans mon propos, mais que l'étude, on l'a menée en 2012, donc ça date un peu, et pour le coup, il faudrait vraiment réactualiser, et je pense qu'il y aurait des choses effectivement très, très intéressantes à regarder du point de vue de la dynamique que ça a pu susciter au-delà du réseau d'échanges entre éleveurs que j'ai signalé tout à l'heure, en fait. Mais du coup, je n'ai pas de réponse précise là-dessus. Merci Marie. Rosalia Filippini qui t'interroge sur le rôle de la SFL, donc la laiterie, pour pouvoir établir la filière pour Carrefour. Est-ce que sans cette laiterie, la filière locale avec les éleveurs était-elle possible? C'est la question de dire s'il y a trois parties. Est-ce que s'il n'y avait que deux parties, est-ce que ça pouvait se mettre en place aussi? Alors non, pas du tout. Effectivement, c'est un acteur incontournable. Et si Carrefour vise au départ le territoire du Libre-Forest, c'est bien parce qu'il y a déjà un partenariat avec la SFL et parce que la SFL a un savoir-faire en termes de transformation de fromage et est reconnu pour ses relations avec les éleveurs. Donc, effectivement, ça n'aurait pas pu voir le jour sans la SFL. Une avant-dernière question de Marc Lougier. Est-ce que vous pouvez ouvrir... Enfin, j'ai ouvert votre micro, je crois. Est-ce que vous pouvez la poser, s'il vous plaît? Très bien. Eh ben, oui, je voulais... On ne vous entend pas très bien. C'est qu'on est sur un dispositif d'écoute en commun, mais est-ce que vous m'entendez là? Oui, oui, allez-y. Oui, je voulais vous demander, est-ce que dans une certaine mesure, ce cahier des charges dont François a souligné qu'il était quand même un petit peu faible, n'était pas un frein à des adaptations plus profondes au fait que, par exemple,
les éleveurs passent sur du cahier des charges bio ou d'autres certifications plus contraignantes. Est-ce que ce dispositif-là n'était pas un petit peu freinant finalement, ne freinait pas d'autres dynamiques de changement plus profonds? Alors, est-ce que tu as entendu, Marie? Très vaguement, j'avais l'impression que ça rejoignait un peu la question de Martine sur le lien avec les dynamiques. Est-ce que le cahier des charges, qui n'est pas très exigeant d'après les interlocuteurs, serait un frein à des adaptations beaucoup plus profondes finalement chez les éleveurs, et notamment la question du passage au bio, si j'ai bien reformulé la question? Alors, c'est une bonne question. Je ne saurais pas comment y répondre. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il y avait eu des initiatives alors hors AOP, en fait, sur ce territoire en termes de bio, de construction de filières autour du bio, et qui n'avaient pas abouti. Et pour le coup, les éleveurs qui ont intégré la filière au départ, les premiers qui sont dans la filière, c'est des agriculteurs bio, des éleveurs en bio, et donc on valorise leur lait bio via cette filière-là au départ. Mais c'est une bonne question, il faudrait effectivement fouiller